Tu vois ces slides, du coup? Ouais. C'est bon. On est tout bon normalement. J'ai le clicker ou pas? Tu veux une zapette? Ouais, je veux bien, si c'est possible. Mais je sais pas s'il y a une zapette. Ben non, en fait, tu auras une zapette, c'est pour toi. Tu vas te débrouiller avec. Ok, très bien. Tu n'as pas pris une montre connectée pour pouvoir. Prête. Bonjour, rebonjour. Enfin, bon, non, bonjour. Parce que vous avez vu l'autre Antoine ce matin. Merci du coup déjà à Thomas pour sa presse sur les side projects. On peut encore l'applaudir, en effet. Moi qui n'ai jamais réussi à faire un side project jusqu'au bout, je vais peut-être essayer d'appliquer quelques trucs. Le talk suivant est un peu particulier. Enfin, surtout la personne est un peu particulière parce que c'est son dernier jour aujourd'hui chez Bedrock. Du coup, il va terminer son boulot avec une conf sur un sujet avec lequel il nous a cassé les couilles pendant 1 an et demi. Les montres. Mais c'est passionnant, il nous en parle tous les jours. Donc voilà, je vous remercie d'applaudir Rafi qui va nous parler des montres. Il va parler horlogerie surtout. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai un peu pris la tête à tout le monde sur cette année-là, sur les montres bracelets, parce que c'est quelque chose qui me prend depuis 2 ans, 2 ans et demi à peu près, et je tenais aussi à partager ça avec vous. Et du coup, j'ai essayé d'écrire un petit guide pratique de l'amateur d'horlogerie pour essayer de vous mettre un pied dans l'horlogerie. Donc, quand on parle d'horlogerie, on parle de temps. Et le temps, c'est quelque chose d'assez relatif. La mesure du temps, c'est quelque chose d'assez relatif. Pourquoi? Parce qu'au départ, on mesurait le temps un peu n'importe comment, simplement juste avec le soleil. On se disait, bon, le soleil se lève, c'est le début de la journée. Le soleil est à peu près en haut, c'est la moitié de la journée. Il va se coucher, c'est terminé. Un peu plus tard, dans l'Antiquité gréco-romaine à peu près, on a commencé à découper les heures, ce qu'on appelle les heures temporaires. On a essayé de les découper simplement, on a pris la plage de la journée, on les a découpées en 12, et ça nous donne des heures en fonction des saisons qui ne sont pas forcément de la même longueur. Pareil pour les nuits. Ça répondait aux besoins à l'époque d'organiser la société qui n'était pas encore aussi complexe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des horloges atomiques. Donc, une petite définition, une horloge atomique, c'est une horloge qui utilise la pérennité et l'immuabilité de la fréquence, on s'en fout. En fait, on veut juste savoir que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une société aujourd'hui qui est très complexe, on a beaucoup d'interactions, on a des pays qui interagissent ensemble, des systèmes financiers. On a besoin d'être synchronisé vraiment à la nanoseconde, voire même plus. Donc le temps, la mesure du temps, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ça nous permet de faire partir des trains. Ceux-là, en l'occurrence, ils ne sont pas partis, mais il y en a certains qui partent. Et donc, si on parle de montres plus particulièrement, le premier truc qui nous vient en tête, si je regarde à peu près les âges un peu de tout le monde ici, ça va être des montres à piles, les montres à quartz. On voit une Swatch à gauche, une Casio à droite, c'est des noms qui aujourd'hui veulent dire de moins en moins de choses parce qu'on parle plus de montres connectées, mais c'est ce qui vient un peu en premier à l'esprit. On va voir un peu comment ça fonctionne. Donc la montre à quartz part d'une énergie, donc la pile, pour arriver à un affichage avec des aiguilles. Et on va voir ensemble que l'énergie de la pile, on va d'abord la réguler, on va la distribuer et la transmettre jusqu'à des aiguilles. On va voir ensemble comment on fait ça. Donc, comme son nom l'indique, la montre à quartz repose sur le minéral qu'on appelle le quartz, qui a une particularité. Elle est piézoélectrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire piézoélectrique? C'est un minéral qui va émettre du courant électrique sous la contrainte physique, et inversement, un courant électrique va permettre de la faire osciller. Et donc, on a découvert que si on taillait un morceau de quartz en forme de diapason dans une très petite taille, on arrivait à la faire osciller à la fréquence de 32 768 Hz. Pourquoi ce chiffre bien particulier? Parce que c'est exactement égal à 2 exposant 15. Donc, avec un petit diapason comme on le voit là, et un circuit imprimé qui va contenir 15 portes logiques qui vont diviser chacune par 2 la fréquence
qu'on voit là, on va avoir en sortie une fréquence électrique de 1 Hz. 1 Hz, c'est à peu près ce qu'on veut pour mesurer une seconde. Donc c'est parfait. Ce signal électrique de 1 Hz, il va alimenter un moteur pas à pas qui est composé d'une bobine de cuivre qui va générer un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique va être conduit via le stator, donc qui est une plaque métallique, et qui va faire tourner un rotor. Donc le rotor, c'est un axe qui est polarisé. Sa position de repos, elle va pas être à l'équilibre entre les deux. On va la déséquilibrer un petit peu pour qu'à chaque fois que le champ magnétique se propage dans le stator, le rotor va tourner. Donc il va tourner à la fréquence de 1 seconde. Et donc via un jeu de rouage, on va faire tourner donc une aiguille des secondes de 6 degrés par seconde. Je vous ai mis des exemples ici de mouvements à quartz montés, complets. Donc on voit très bien la pile, on voit très bien la bobine de cuivre. On voit qu'il y a quand même une grande différence entre les deux mouvements. Il y a un mouvement qui est plutôt assez bas de gamme, fait de plastique principalement. Un mouvement quartz de très haut de gamme japonais à droite de chez Grand Seiko. Donc montre à quartz et montre à pile ne veut pas forcément dire montre pas très chère parce qu'on les retrouve dans des montres à 3-4 000 euros. La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? On voit un petit peu la qualité de fabrication des matériaux. On peut voir ici des petits rubis synthétiques qui vont être placés au niveau des axes des rouages, ce qui va permettre d'avoir moins de frottement en fait, à chaque fois que les rouages vont tourner. Donc ça va moins abîmer la montre, on va gagner aussi en précision. Une montre à quartz classique, pas trop chère, vous allez avoir une précision d'à peu près 15 secondes par mois. Donc, vous pouvez dévier de 15 secondes par mois. Une montre plutôt haut de gamme, on va plutôt être dans les 10 secondes ou 5 secondes par année. Mais avant le quartz, on avait des montres bracelets mécaniques. Et ça, c'est à partir du moment où j'ai découvert ça en fait, que je me suis vraiment plongé dans le milieu parce que c'est vraiment passionnant. Je vous ai mis 2 liens. Le premier lien, c'est un site qu'on va voir tout à l'heure ensemble, qui explique vraiment dans le détail comment une montre mécanique fonctionne, avec des schémas très complets et interactifs. Vous pouvez vraiment agir sur les composants, et on voit la physique, on voit comment la physique joue, on nous explique vraiment comment ça fonctionne. Donc je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéressera. Le deuxième lien, c'est une vidéo YouTube, c'est le contenu du lien en vidéo avec des animations, sans les explications écrites, mais c'est assez visuel. Donc dans le cas d'une montre mécanique, on part aussi d'une source d'énergie, on n'a pas le choix. Cette fois-ci, la source d'énergie, ce n'est pas une pile. On va voir ce que c'est ensemble. Donc c'est le ressort et le barillet là-bas, on va le voir plus en détail. Et on va aller, pareil, jusqu'à des aiguilles pour afficher l'heure. Donc on va avoir un organe de transmission de l'énergie, l'organe de régulation du temps, du coup pour bien faire tourner une aiguille des secondes comme il faut. Donc l'énergie est stockée via un ressort dans un barillet. Donc le ressort, c'est la pièce de métal que vous voyez ici qui est enroulée, qui est déroulée plutôt là. On va aller la mettre dans le barillet. Et donc en la tendant, le ressort va naturellement avoir envie de se détendre. Et c'est typiquement l'énergie dont on a besoin pour faire tourner nos montres mécaniques. Donc le barillet va être relié à un ensemble de roues. Donc là, je vous ai mis le nom des roues. C'est intéressant de connaître les noms si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne dans le détail. Vous avez une roue de centre, une roue de moyenne, une roue de seconde, qui vont amener du coup l'énergie, qui vont l'acheminer jusqu'à la roue d'encre qui est en 4. Et donc la roue d'encre va être freinée d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est avec l'encre, ce que vous voyez en numéro 1. Elle va être freinée tout simplement parce que si on laissait le ressort se détendre, dans la montre, on aurait une réserve de marche, donc le temps qui est capable de tenir l'heure une montre, une réserve de marche d'à peu près une seconde. En gros, le ressort va se détendre tout de suite, on pourra rien faire. On a besoin que l'énergie s'échappe vraiment de manière régulée et lentement. Donc on va le faire via l'encre. Donc on voit ici qu'il y a l'encre est un peu comme une fourchette. On a 2 fourches ici qui vont venir bloquer l'échappement de l'encre.
de la roue d'encre, pardon. Et on a tout au bout un balancier. Donc le balancier, ici c'est une partie en métal qui est constituée d'un spiral, qui est comme un ressort. On va voir ensemble de manière interactive comment ça fonctionne. Et donc ce balancier-là va osciller, et on va avoir surtout besoin de ce petit pivot-là qui va permettre de faire bouger donc notre encre et d'échapper l'énergie. On va voir ensemble comment. Qu'est-ce que on le voit bien sur le stream? C'est bon, c'est parfait. Ok. Donc ici, on reconnaît en vert la roue d'encre qui est reliée à tout le système de rouage jusqu'au barillet. On a notre encre qui est en bleu avec les 2 palettes et le balancier qui est en rose. Et donc le balancier, il va se balancer. Et la petite partie que je vous ai montrée là, le petit pivot, va venir entraîner l'encre pour échapper un petit peu d'énergie de la roue d'encre. Voilà, ça c'est une oscillation. Et la deuxième oscillation va venir faire la même chose. Et en fait, grâce aux spirales du balancier, le balancier va perpétuellement, en tout cas tant qu'il y a de l'énergie dans la montre, faire ce mouvement-là. Et donc, on va échapper l'énergie petit à petit. Et donc, avec les aiguilles qui vont être affichées sur le cadran, on va avoir notre montre qui va fonctionner. Si je descends un petit peu, on va voir l'animation vraiment au ralenti. Et c'est typiquement ce frottement et ce petit choc qu'il y a entre l'encre et la roue d'encre qu'on entend dans les montres mécaniques quand on la met à l'oreille. C'est le petit tic-tac en fait, de nos montres. Donc si on décortique un peu un mouvement de montre mécanique, il y a vraiment beaucoup de pièces. Et je crois que là, il n'y a même pas tout, mais c'est au moins 150-200 pièces, et parfois même beaucoup plus en fonction des complications qu'on a dans les mouvements. Et donc pour remonter notre montre, parce qu'effectivement, quand notre ressort est complètement détendu, il va falloir le retendre. Il y a 2 manières. Sur les montres mécaniques à remontage manuel, on va simplement tourner la couronne. Et donc ça va permettre de retendre le ressort et de repartir pour une réserve de marge de, je sais pas, 40 heures, 50 heures en fonction des montres. Ou on a aussi un mécanisme automatique. Donc là, c'est la partie plutôt dorée du mouvement de droite que vous voyez en bas. Donc là, il est très très bien décoré. C'est un mouvement vraiment haut de gamme. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais le principe, c'est quoi? C'est une masse oscillante qui va tourner autour du mouvement. Et en tournant, il y a un mécanisme à l'intérieur qui va remonter la montre. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous allez porter votre montre en bougeant le bras, sans vous en rendre compte. Cette masse-là va tourner, et au fur et à mesure que vous portez votre montre et que vous bougez, vous remontez en même temps votre montre. Donc c'est un peu une énergie qui est perpétuelle, qui est mécanique, et en ça, c'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose avec lequel en fait, on se passe de pile, avec notre propre énergie, on arrive à remonter notre montre. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à l'horlogerie et pourquoi j'aime ça. J'ai commencé avec une montre à peu près de ce type-là, une Casio. C'était pas exactement ce modèle-là, mais c'était un petit truc qui faisait un petit bip à chaque heure. J'étais au collège, ça m'allait très bien, j'arrivais à lire l'heure, c'était tout ce qui m'intéressait. Une petite histoire, une petite anecdote là sur cette montre exacte, ce modèle, le F91W. Il y a une période où vous pouviez être surveillé d'un peu plus près par le renseignement américain, pardon, si vous achetiez cette montre, parce que c'était une montre qui était beaucoup utilisée par Al-Qaïda pour leurs bombes artisanales. Donc, si vous l'achetiez sur Amazon, vous pouvez vous suivre d'un peu plus près. Après cette période-là où j'utilisais cette montre-là uniquement pour avoir l'heure et puis je m'en foutais un petit peu, plus rien, j'utilisais, enfin, je m'en fichais un peu, j'avais rien au poignet. C'était vraiment un outil pour moi, jusqu'à ce que j'ai entendu une phrase qui m'a un peu énervé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Elle a été attribuée à notre ex-président. En vrai, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est plutôt un ami à lui qui a essayé de le dédouaner dans une... Il était pris dans une polémique parce qu'il avait des Rolex, il avait des grosses montres. C'était notre président bling bling à nous. Donc, il lui a pas fait du bien en disant ça. Mais à partir de là, vraiment, j'ai eu une réaction de rejet.
sur l'objet qui était vraiment vu comme, enfin que je voyais vraiment comme un bien positionnel. Enfin, c'était dire qu'on avait raté sa vie parce qu'on n'avait pas de Rolex. Et puis en plus, bah, déjà, je savais pas ce qu'il y avait dedans, je connaissais même pas les prix, mais j'étais énervé. Un peu plus tard, mon frère est parti en Suisse pour travailler. Et bon, quand on va en Suisse, on voit des montres, on en voit beaucoup. Il côtoyait des collègues qui en avaient. Quand il allait au travail, il passait à côté des magasins de montres, etc. Et à chaque fois qu'il revenait sur Lyon, c'était Rafi, regarde cette montre, regarde celle-ci, regarde celle-ci. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire à payer aussi cher une montre pour rien? L'heure, on l'a déjà partout, ça nous sert à rien. Et c'est ce que j'entends encore aujourd'hui beaucoup autour de moi. Et dans un sens, vous avez complètement raison. Et ça a changé à partir du moment où j'ai eu une recommandation YouTube. Donc là, je peux remercier l'algorithme de Google. Une vidéo qui pop, je la regarde, une autre, et là, je commence à me faire un avis petit à petit. Et en fait, je me rends compte que ce secteur-là, ce milieu, est très très riche. C'est très riche, il y a une grande histoire. Il y a une histoire, même en France, de l'horlogerie. On a été, enfin, la région du Jura, c'est frontalier avec la Suisse et la France. On a des belles manufactures. La micromécanique, c'est passionnant. Quand on rentre un petit peu dans comment ça fonctionne, c'est juste fou. La diversité de toutes les montres, ça permet vraiment de se faire un goût et d'être sûr qu'il y a une montre qui va nous plaire. Et vraiment, je suis tombé dans la marmite. Au départ, c'est un peu dur de se repérer là-dedans. On a vraiment l'impression que toutes les montres sont les mêmes. Et en fait, à les regarder d'un peu plus près, on se rend compte que vraiment, elles sont toutes différentes, même quand on a l'impression que c'est exactement les mêmes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, de comment différencier les montres. Qu'est-ce qui peut être différent? D'abord, un petit peu de vocabulaire. Donc là, je vous mets une image d'une Rolex Oyster Perpetuelle, un modèle un peu iconique de Rolex. Très, très beau. J'adore, mais un peu trop cher pour moi. Donc d'abord, on a des index. Les index sont les indicateurs qui nous permettent de simplement pointer les heures, pointer les minutes. On a le cadran, qui est la partie noire, qui peut être décorée, qui peut être texturée. C'est aussi là-dessus que vont jouer les manufactures pour nous faire envie d'acheter leur montre. On a la lunette. Donc la lunette, c'est la partie qui est tout autour du boîtier dans lequel le verre est inséré. On a plusieurs types de verres. On a du verre minéral, on a communément sur les montres un peu plus haut de gamme, du verre en saphir, qui est un peu plus dur, mais du coup qui se raye moins que le minéral. On a les cornes. Les cornes sont les deux parties, enfin les parties oui, en haut et en bas, qui permettent de mettre les barrettes et donc le bracelet, d'y attacher le bracelet. La couronne, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permet de régler la montre et de la remonter sur les mouvements mécaniques à remontage manuel. Et donc la carrure dans laquelle on va mettre le boîtier. Voilà. Donc comment différencier des montres? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Là, je vous ai mis d'abord le boîtier. C'est un des premiers trucs qu'on voit sur une montre. La plupart sont rondes. On voit qu'il y a vraiment des formes différentes. Celle tout à gauche, on appelle ça une forme, un boîtier coussin. On a des boîtiers carrés, on a des boîtiers vraiment originaux. La montre du milieu, c'est une Hamilton. C'est les montres qui ont porté les acteurs principaux de Men in Black, par exemple. C'est un modèle un peu iconique chez Hamilton, donc c'est pour ça qu'ils continuent encore de la faire. Hamilton fait beaucoup de montres en partenariat avec des films. Enfin, ils essayent de faire beaucoup de placements produits. On en a vu très récemment dans le film Interstellar. Ils ont fait un partenariat avec Ubisoft aussi pour mettre une de leurs montres dans un jeu. Ils le font beaucoup. On a une montre, une lip rectangle et un boîtier tonneau à droite. Donc au-delà de la montre ronde un peu classique qu'on connaît, on peut vraiment aller chercher des boîtiers un peu plus originaux. Et donc ces boîtiers-là, ils ont des formes différentes, mais ils ont aussi des matériaux différents. Un des matériaux les plus classiques pour des montres, c'est l'acier inoxydable 316L. Donc comme on peut le voir sur la montre à gauche, il y a certains constructeurs, certaines manufactures qui vont aller travailler l'acier, faire des alliages un peu différents. Par exemple, la Zine à droite, une montre allemande, a fait un alliage pour essayer de durcir un peu plus l'acier et faire en sorte qu'il soit moins rayable. On a aussi le bronze. Le bronze, c'est très particulier parce qu'il s'oxyde
parce qu'il vit. On peut le voir là, sur la montre en bas à gauche, des taches un petit peu bleutées, un petit peu vert. Donc là, ça va dépendre de l'alliage du bronze entre le cuivre et l'étain, le pourcentage. C'est quelque chose qui est apprécié entre guillemets par certains parce qu'on a vraiment une oxydation qui est propre à son utilisation de la montre. Et en même temps, ça s'enlève facilement avec un peu de citron. Vous pouvez brosser ça. Mais ça tâche. Ça tâche. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis un fond de boîtier. Donc, c'est l'arrière de la montre. Et généralement, cette partie-là est en acier inoxydable pour éviter le contact avec la peau. Ici, on voit des modèles de montres qu'on appelle de plongée. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé l'apprendre. C'est vrai qu'avant de plonger avec des ordinateurs, des ordinateurs au poignet, les plongeurs n'avaient pas toute cette électronique, mais ils plongeaient quand même. Et ils remettaient vraiment leur vie entre les mains, entre guillemets, entre les aiguilles d'une montre mécanique. Qu'est-ce qui fait qu'une montre est de plongée? Elle a une lunette tournante avec un petit indicateur qui est luminescent, qui va absorber de la lumière et puis dans l'obscurité va la rendre un petit peu. La lunette, on va la tourner pour mettre le marqueur sur les minutes à l'heure courante. Et puis on va plonger. De cette manière, on va voir avec les aiguilles et les index qui sont aussi luminescents, on va pouvoir voir combien de temps ça fait qu'on est dans l'eau et qu'on puisse ressortir au bon moment. Donc vraiment, avant, il n'y avait pas d'électronique. C'était avec ce genre de montre-là que les plongeurs plongeaient. Ensuite, on a d'autres matériaux un peu plus exotiques. À gauche, par exemple, on a l'impression que c'est de l'acier inoxydable, mais c'est du titane. Le titane, la particularité de ce matériau-là, c'est que c'est très léger. Pour avoir essayé quelques montres en titane, on a vraiment l'impression de rien porter au poignet. C'est déconcertant, même parfois avec des grosses montres. Et ensuite, on a toute la gamme des métaux précieux. Donc à droite, c'est un boîtier en or rose, on a de l'or jaune, on a de l'or blanc, du platine, etc. Donc là, c'est pour les budgets un peu plus conséquents. Donc les montres peuvent aussi se différencier par les complications qu'elles peuvent porter. Les complications, c'est quoi? Tout à l'heure, on a vu le principe d'un mouvement un peu de base avec une montre 3 aiguilles, seconde, heure, minute. Ici, on va apporter un peu plus d'informations sur la montre. Par exemple, celle de gauche, on va avoir un guichet, donc une ouverture sur le cadran, un guichet de date et de jour. Sur la montre à droite, on va aussi avoir l'indication de la date, mais pas avec un guichet, plutôt avec un pointeur. Celle-ci, c'est l'Oris Pointer Date. Donc, elle va simplement pointer la date avec des index, avec un chemin de date tout autour, qui est très original. C'est un de mes modèles préférés, cette Oris-là. Elle est juste exceptionnelle. Ensuite, on a aussi la complication du chronographe. Alors, chronographe, chronomètre, il faut qu'on en parle en horlogerie. On ne dit pas que ce sont des chronomètres, on dit que ce sont des chronographes. Pourquoi? Parce qu'une montre qui est chronomètre, c'est un terme qui désigne une montre qui a passé une certification bien précise, le COSC. C'est un organisme suisse qui va certifier que la montre, en une journée, va rester dans les moins 4 secondes plus 6 secondes. Et ça, c'est un gage de qualité. Alors, on pourrait un peu sourire, parce que moins 4 plus 6 sur la journée, c'est pas très précis par rapport à des montres à quartz et à nos téléphones, c'est vrai. Mais pour une montre mécanique, avec le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure, je trouve ça quand même très impressionnant. Donc ici, on a des chronographes avec des poussoirs en haut à droite, enfin en haut et en bas de la couronne, à 2 heures et à 4 heures, qui vont permettre de démarrer la chronométrie, de l'arrêter et de ramener à zéro. Donc ici, on peut voir que pour deux chronographes, on a quand même deux modèles qui sont assez différents. Ensuite, on a la complication du GMT. Le GMT, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un deuxième fuseau horaire suivi sur la montre. Donc là, la montre de gauche, une Baltique, a une lunette avec des marqueurs de 1 à 24 heures, avec une aiguille qui est un petit peu différente des autres. On la voit, c'est celle qui permet d'avoir le deuxième fuseau horaire. La montre de droite, on a un deuxième chemin horaire dans le cadran, vraiment à l'intérieur du cadran, avec une autre aiguille. Une autre complication, c'est la phase de lune. Ça, c'est un petit peu plus poétique. Ça permet de suivre les lunaisons directement sur sa montre. Donc, bien sûr, il faut la régler et il faut la re-régler. Je ne sais plus, il y a eu un LFT sur les lunaisons. On savait à peu près le cycle, mais il faudra la re-régler, bien sûr, quand ça change un petit peu.
Sur le modèle à gauche, on voit qu'on a les lunaisons avec les deux hémisphères nord et sud. La montre de droite, on a uniquement la lunaison là où on est. On peut voir que ici, le sous-cadran indique également la date. Donc on peut vraiment être original en fait, sur la manière d'afficher les informations et d'afficher les complications sur nos montres. Et on voit qu'on a vraiment deux styles différents, un style plutôt contemporain à gauche et très très classique avec Longines à droite. Et là, une de mes complications préférées, l'heure sautante. Alors, je vais vous présenter d'abord la montre de gauche, la Franck Muller, qui a l'heure sautante, mais aussi l'heure vagabonde. On peut voir que les index ne se suivent pas. On passe de 1 à 6, à 11, à 4, etc. Donc, l'heure sautante, c'est quoi? C'est qu'une fois que l'aiguille des minutes aura fait un tour complet, l'aiguille des heures va sauter sur le prochain index qui va désigner les heures. On ne va pas avoir un mouvement qui est fluide sur l'aiguille des heures. Et la montre de droite a aussi l'heure sautante, la réservoir, mais cette fois-ci, elle est dans le guichet qu'on voit à 6 heures. Et elle a beaucoup de particularités, cette montre-là. C'est une marque française, réservoir, qui prend des mouvements suisses, qui va retravailler pour y ajouter ces complications-là. Donc déjà, on a l'heure sautante à 6 heures. On a une minute rétrograde. Donc on voit que les minutes ne sont pas affichées sur tout le tour du cadran. Donc l'aiguille, une fois arrivée vers les 60, elle va repasser à 0 d'un coup. Donc ça, c'est déjà fort. Et les indicateurs rouges, les points rouges que vous voyez en dessous du guichet de l'heure, c'est la réserve de marche. C'est ce qui va vous permettre de voir la tension du ressort en fait, que vous avez dans le barillet, et donc d'estimer à peu près combien de temps il va vous rester d'autonomie, entre guillemets, sur votre montre, avant de devoir la remonter ou de la porter, parce que celle-ci, c'est une automatique, donc elle va se remonter au fil de la journée. C'est bien beau tout ça, mais il y a un point qui est un peu délicat avec l'horlogerie, c'est que ça coûte. Et ça coûte combien? C'est une belle question. Donc ça peut vous coûter vraiment des cacahuètes. Comment? Eh ben, vous n'achetez pas. Ça paraît simple, mais en vrai, pour certaines montres très intéressantes, par exemple, je vous ai montré la Franck Muller, c'est des montres qui coûtent vraiment très très cher, réservoir aussi. Personnellement, je prends un vrai plaisir à savoir juste que ces montres existent, à savoir comment elles fonctionnent, à les regarder, un peu comme un tableau. Enfin, moi, j'ai pas forcément besoin d'acheter un Picasso pour apprécier Picasso, c'est un peu la même chose. Sans acheter, vous pouvez déjà vous faire plaisir si vous vous intéressez un petit peu à comment ça fonctionne, à l'histoire de la manufacture, etc. Enfin, je le fais sur beaucoup de montres, quasiment toutes. Ensuite, vous pouvez acheter japonais. Les Japonais ont vraiment des belles montres. Ils ont une histoire dans l'horlogerie, y compris mécanique. Ils ont des manufactures historiques. Orient, Citizen, Seiko, ce sont vraiment des grosses manufactures. Casio aussi, que vous connaissez un peu plus, je pense. Et les prix sont assez abordables. Je pense que une Orient, par exemple, sur des modèles un peu classiques, vous pouvez en trouver pour 150, 200 euros. C'est des montres mécaniques. Alors, on ne vous promet pas la précision d'une montre suisse, mais pour une soirée, c'est déjà très, très abordable. Les Casio font des choses aussi très qualitatives. Si vous allez sur la gamme G-Shock, par exemple, là, c'est plutôt des affichages digitaux, c'est du quartz, c'est de la pile, mais c'est quand même des montres de qualité. Vous pouvez aussi acheter du quartz, comme je vous l'ai dit. Alors, pour acheter du quartz, moi, j'ai un peu de réticence à acheter n'importe quelle montre à quartz, parce que j'ai peur parfois de payer plus cher le design que la qualité de la montre. Si vous vous souvenez, le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure, tout en plastique, c'est du quartz, mais ce n'est pas forcément de la bonne qualité. Vous avez aussi du quartz suisse, vous avez des mouvements qui valent un peu plus le coup d'être achetés. Et il faut juste chercher un petit peu et me poser des questions si vous voulez. Je serais ravi de vous répondre là-dessus. Ensuite, si vous mettez un petit peu plus d'argent, vous avez toujours dans la gamme, enfin chez Seiko, la gamme Présage et Prospex, qui sont deux gammes différentes. La gamme Présage, c'est plus les montres habillées. La gamme Prospex, c'est plus les montres de sport. Là, vous allez être dans les 500-600 euros. Vous pouvez trouver des très très belles choses. Vous pouvez aller sur l'entrée de gamme suisse. Des marques comme Tissot, comme Hamilton sont un peu plus connues, que ce soit dans de l'automatique ou même du quartz.
Ça va être des mouvements avec un peu plus de fonctionnalité, des indicateurs de fin de vie sur les montres à quartz, etc. Et puis la qualité de fabrication aussi est un peu meilleure. Ou bien vous pouvez aller sur des micro-marques. Des micro-marques sont des marques qui ne sont pas forcément historiques, qui sont nées dans la décennie passée, mais qui font des choses vraiment très intéressantes, et surtout elles sont abordables parce qu'elles n'ont pas la capacité de charger leur nom, en fait, le fait que ce soit du luxe dans le prix. Et j'ai mis un petit cœur à côté de Baltic, parce que j'aime beaucoup cette marque. Je vais vous montrer deux modèles qu'ils font. C'est une marque française qui est née en 2017, qui est plutôt dans le néo-vintage. Donc, elle va s'inspirer des codes des montres un peu du passé, les mettre au goût du jour. Baltic emboîte des mouvements japonais. Donc, ils achètent des ébauches au groupe Citizen, des mouvements en pièces détachées. Des horlogers français vont récupérer ces mouvements-là, vont les monter, les régler et les emboîter dans les montres. Et, elles sont vraiment magnifiques. Donc, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Ensuite, sur la gamme de prix un peu supérieure, vous pouvez aller acheter en Allemagne. En Allemagne, ils ont des très belles montres, très belles marques de manufacture, Zins, Stowa, Junghans. Ils ont un style vraiment particulier. Je vous ai montré quelques-unes un peu plus tôt. C'est très brut, on sent qu'il n'y a pas vraiment de fioritures, on fait de la qualité, vous voyez l'heure, c'est très lisible et ça marche vraiment super bien. Vous avez les manufactures françaises. Donc Yema, qui est une manufacture historique, qui a eu un peu un trou d'air pendant la crise du quartz, qui revient aujourd'hui. Vous avez March Lab, LAB, avec un petit cœur. On va voir des montres juste après. Sinon, vous pouvez aussi aller dans les moyennes gammes suisses. Donc Longines, Oris, qui sont des montres qui vont être positionnées. Donc là, on a quand même à 2 liasses, donc c'est un peu cher. Mais on a des montres qui sont autour de 1000, 1500, peut-être 2000 euros. Mais qui sont de très bonne qualité. Et donc, pour parler de March Lab, voilà ce qu'ils font, deux modèles que j'affectionne particulièrement. Alors, pourquoi je voulais parler de March Lab? Parce que les premières fois que j'ai vu ces montres-là, je les ai trouvées horribles. Mais vraiment horribles au point de me demander, mais pourquoi ça existe? Pourquoi on perd des ressources, du temps pour créer des abominations comme ça? J'en étais vraiment à ça. Mais après, en me plongeant un peu plus dans la marque, dans l'histoire, dans leur catalogue, c'est comme si je commençais un peu à comprendre ce que voulait faire le créateur de la marque. Et j'ai commencé à adhérer au code de design de leur montre, à leur charte, sur leur site aussi. Je m'y sens bien sur leur site, je suis vraiment bien. On a envie de prendre un verre de whisky, même si je ne bois pas ça, et puis de s'asseoir dans un fauteuil. Enfin, elles sont exceptionnelles, je les trouve vraiment charismatiques. Vous voyez celle de droite, par exemple. Les angles du boîtier sont vraiment... il y a du caractère, en fait. J'y vois beaucoup de caractère. Le cadran est un peu texturé. On voit qu'il y a des niveaux différents. Les index sont en relief. Cette couronne qui est à 4 heures, c'est vraiment caractéristique de March Lab. Il y a un code, il y a un design qui me parle beaucoup aujourd'hui, alors que je la détestais. En fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait ça vraiment souvent avec les montres, avec pas mal de modèles, avec pas mal de manufactures. J'arrive la première fois que je vois la montre et je la déteste. Je me dis, mais c'est quoi cette aiguille? C'est pas possible de faire ça, c'est vraiment horrible. Et en fait, à force de les regarder, à force de les voir passer, de les comparer avec d'autres montres, etc., et parfois même de les essayer, en fait, on se rend compte que parfois on accroche au message un peu plus tard. On a réussi à affiner un peu notre goût. Et puis, ce rejet du début qui était vraiment violent avec March Lab, il s'est transformé en j'adore cette montre et j'aimerais bien que la prochaine ce soit celle-ci. Elle est un peu chère, mais je la garde en tête. Ensuite, vous avez un sac de billets. C'est plus une liasse, vous avez un peu plus d'argent là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez aller peut-être dans le haut de gamme suisse. Donc là, des marques comme Rolex, comme Omega, on les entend un petit peu, on les connaît un petit peu plus, on les voit un peu plus passer dans les événements sportifs, Roland-Garros, etc. Ok, je la connais un peu plus. Ce sont des montres qui vont commencer peut-être vers les 6-7 000 euros. Vous allez aller sur du 10 000, mais vous êtes dans le haut de gamme. En France, on a aussi des très belles manufactures. Pékinier fait de très très belles choses avec un mouvement qui est à eux. Ils revendent aussi leurs mouvements à d'autres manufactures, mais ils font des très belles choses. Cartier, qui est plus connu peut-être pour la bijouterie,
font aussi des montres, des très belles montres. Et vous avez aussi le haut de gamme japonais. Et je voulais parler particulièrement de Grand Seiko, parce que j'adore cette manufacture, encore une fois. Vous pouvez voir leurs deux modèles ici que j'aime beaucoup. Grand Seiko a une qualité de finition vraiment exceptionnelle. Je trouve même au-delà de Rolex, par exemple, pour des prix identiques, voire inférieurs. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Grand Seiko, techniquement, c'est leur modèle, leur mouvement Spring Drive. On va voir ensemble ce que c'est que le Spring Drive. C'est un mix en fait entre la mécanique et le quartz. Donc l'énergie va être apportée toujours par un ressort et le barillet, on voit à gauche. On a tous les rouages qui vont amener jusqu'à un module avec des bobines de cuivre, un stator et un rotor également. Donc pointé en jaune ici, c'est la roue ici là qui va générer de l'énergie, qui va générer un champ magnétique dans le stator. Ce champ magnétique-là va être transmis en signal électrique jusqu'au module et au quartz pour aller, comme on l'a vu tout à l'heure, réguler le temps et sortir un signal, un signal qui va être précis. Et ça va repasser dans la bobine de cuivre et dans le stator. Et il va y avoir comme un frein électromagnétique qui va se créer pour en fait faire en sorte que cette roue-là qui est fléchée tourne, mais pas trop vite, mais sans frottement. Et ça nous donne une aiguille qui glisse sur le cadran. Et donc là où je vous parlais tout à l'heure de tic-tac, entre guillemets, avec la roue d'encre et l'encre qui s'entrechoquaient, et qui faisait que l'énergie du barillet s'échappait, mais à une bonne fréquence, et bien ici, ce qui se passe, c'est qu'elle s'échappe aussi à une bonne fréquence, mais par un mécanisme de frein électromagnétique qui est régulé par un quartz. Enfin, je trouve ce mouvement-là vraiment, vraiment fou. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien, qui explique vraiment dans le détail comment ça fonctionne. C'est un des mouvements qui m'impressionne le plus, clairement. Maintenant, vous avez deux gros sacs de billets. On est encore au-delà de Rolex, des marques qu'on connaît beaucoup. Vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Et vous voulez acheter une belle montre, vous pouvez aller du côté de la Sainte Trinité. Ce qu'on appelle la Sainte Trinité, ce sont trois marques suisses, Vacheron Constantin, Patek Philippe et Audemars Piguet, qui sont historiques dans le patrimoine suisse, qui font des montres très haut de gamme, avec des matériaux très, très nobles, très chers, mais des montres vraiment, c'est pas destiné à nous, je pense. Mais voilà, si ça vous intéresse d'aller voir, c'est des très belles montres. Il y a aussi de la haute horlogerie allemande avec Eilang Zone. J'espère que je n'ai pas écorché le nom, je n'ai pas fait allemand. Mais c'est des très belles montres aussi, qui sont très reconnues pour la qualité de leur finition de mouvement, surtout de leurs mouvements derrière, qui sont très bien décorés, qui sont ouverts avec un verre aussi pour les voir. Et vous pouvez aussi aller vers des horlogers indépendants. Voilà, là, j'ai pris l'exemple de Trilob, j'adore ce qu'ils font. Et j'ai mis un petit cœur à côté du nom de Ludovic Balloir, qui est un horloger breton très talentueux, je trouve. Et on va voir quelques montres et j'aimerais finir cette conférence justement avec des montres de Ludovic Balloir. On va commencer par celle-ci, l'Upside Down. C'est très poétique, je trouve. On a tous les index qui sont montés sur des pivots indépendants. On voit que tous les index sont à l'envers, sauf l'heure à laquelle on est actuellement, sauf la 10 par exemple. On le voit à quoi? On le voit au petit point qui est à droite du 10, qui permet d'identifier très rapidement à l'œil quelle heure il est. Et c'est aussi une heure sautante, c'est-à-dire que dès qu'on va passer à 11 heures, instantanément, le 10 va se retourner, le petit point blanc qu'on voit à côté du 10, du coup, va se loger sous la lunette, et le 11 va venir à l'endroit. Et c'est un mouvement du coup qui a été créé par Ludovic Balloir, qui a été pensé par lui, qui a été usiné. Donc ça, inutile de vous dire que c'est pas produit à échelle industrielle. Donc c'est très cher. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et on a aussi la Halftime. Alors la Halftime, on est sur complètement autre chose. Vous voyez le guichet à 12 heures.
qui représente ici donc 2 en chiffres romains. Donc il est 2 heures. C'est toujours ici qu'on va lire les heures. Tous les autres index sont coupés en deux, donc ils sont sur des parties de cadran indépendants. Et donc quand on va passer de 2 heures à 3 heures, la partie extérieure du cadran va faire un mouvement vers la gauche et va rentrer du coup sous le guichet qui est à 12 heures. Et la partie inférieure du 3, qu'on voit à gauche, va faire le mouvement inverse, va venir se mettre dans le guichet aussi de 12 heures. Et donc on va pouvoir lire 3 en chiffres romains. Et ben, c'était pas assez pour Ludovic Balloir, donc il a décidé de mettre une minute rétrograde aussi. Donc on peut voir en bas ici qu'on a une échelle de 0 à 60, et donc quand on arrive à 60, l'heure est passée, l'aiguille va instantanément sauter vers le 0. Donc ça, c'est typiquement, pour moi, l'exemple de montre que j'ai pas besoin, je l'apporterai même pas, en fait, j'ai pas besoin d'avoir pour les apprécier. Juste le fait que ça existe, le fait que quelqu'un ait pensé à le faire et réussi à le faire en micromécanique, ça me suffit pour apprécier le secteur en fait de l'horlogerie, pour vraiment me plonger dedans et tout faire pour que ce savoir-faire-là en fait perdure. Je suis très content qu'aujourd'hui les montres connectées n'éclipsent pas ça, et je pense que ça n'éclipsera rien, parce que ce savoir-faire-là, il est juste exceptionnel à mes yeux. Donc voilà, je tenais à finir sur cette note un peu poétique et un peu romantique. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez aller voir quelques montres, quelques manufactures que j'ai pu vous présenter ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais faites vite, parce que je suis bientôt plus là du coup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a une question là-bas. Je vais faire comme Antoine Caron, je vais courir comme ça. Est-ce que tu as des astuces pour trouver des montres à des prix un peu plus bas, par exemple dans les vides-greniers, en enchères un peu d'occasion? Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du vintage. J'ai parlé que de montres neuves. Vous pouvez trouver des montres vintage. Alors, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que même si vous la trouvez à pas trop cher, il va falloir trouver un horloger pour la remettre peut-être en marche, pour au moins rehuiler le mouvement, parce que c'est ce qui va un peu s'user dans une montre quand vous allez l'utiliser sur plusieurs années. De temps en temps, tous les 5 ou 10 ans, il faut l'amener à un horloger qui le démonte, qui huile les parties qu'il faut, changer les joints, etc. Sur le vintage, aujourd'hui, dans l'horlogerie, c'est un peu compliqué, parce que y a un phénomène un peu de hype qui s'est pris de l'horlogerie depuis le Covid. Donc même des montres qui n'en valaient pas forcément le coup peuvent avoir des prix un peu élevés. Maintenant, le marché de l'occasion sur certains modèles, il est encore très bon. Chrono24, par exemple, c'est un site assez connu qui vend de l'occasion. Après, les vides-greniers, ouais, il faut les faire, il faut aller regarder. Il se peut très bien que des grands-parents du coup, qui avaient des montres, qui n'ont pas connu le quartz, qui avaient des montres mécaniques parce que c'était la seule chose qui se faisait avant, et encore des montres qui sont récupérables et qui peuvent fonctionner. C'est aussi un intérêt des montres mécaniques, c'est que ça fonctionne très longtemps si on les entretient. Mais à part du coup un peu du Bon Coin, un peu de Chrono24 ou des sites comme ça, on peut en trouver. Mais quand c'est pas neuf, on ne peut pas être garant de la qualité de la fabrication ou qu'elle soit en bon état. Non. C'est non, c'est vraiment un horloger qui va pouvoir dire ça. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu plus risqué. C'est moins cher, mais c'est un peu plus risqué. Une question d'Arthur Godard. Merci pour l'introduction. Merci Rafi, c'était super intéressant. Et je trouve que tu as l'air très intéressé par tout le fonctionnement et la micromécanique, etc. Est-ce que du coup, comme ces créateurs un peu indépendants, ça te donne envie, toi, de créer des mécanismes différents de ceux qui existent, ou c'est plutôt l'étude parce que ça va un peu plus loin que la collection dans ce que tu as présenté, c'est vraiment le mécanisme. Et donc voilà. Alors oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De là à vouloir en créer, je pense pas être capable, parce que c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu là-dedans. Mais effectivement, moi, c'est même moins c'est pas forcément la collection qui m'intéresse. J'ai pas envie d'en avoir plusieurs. J'en ai une, elle me va très bien.
C'est plus voir ce qui se fait, voir ce que les manufactures vont inventer encore de nouveau. Il y a l'année dernière Cartier qui a inventé un mouvement qui est contenu dans la masse oscillante qui va remonter la montre. Enfin, faut aller la voir. C'est juste, on arrive devant ça, on dit mais comment ils ont fait? C'est ça qui m'intéresse en fait, de savoir que certaines personnes sont capables de faire ça et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. De là à les créer moi, non pas forcément, mais de les ouvrir et de les réparer, oui. J'ai commencé à acheter des outils à la maison pour essayer de le faire et acheter quelques montres du coup sur le Bon Coin que j'aimerais ouvrir pour vraiment manipuler un peu plus. Une question de Frédéric Viodrin. Est-ce que tu connais la marque Rec Watches? Pas du tout. Non. C'est une marque danoise qui recycle un bout d'aile d'avion, un bout de Spitfire, un bout de Ford Mustang et qui fait des montres à des prix raisonnables, on va dire. Un billet, mais pas 10. Et ils font plein de collections, des bouts d'avion, une vieille Mini, une vieille Porsche 911, et puis ils prennent et hop, moi par exemple dans ma montre j'ai un petit bout de Ford Mustang 68, tu vois, ils en ont fait 500. Et il y a plein de collections, c'est des montres automatiques. Ouais, Ouais, mais effectivement, il y a parfois il y a certaines marques de montres qui veulent non pas se positionner sur l'objet de la montre, mais plutôt sur ce qu'elle peut contenir en matériaux. Effectivement, un cadran comme ça d'une voiture ou même un cadran d'une plaque de métal qui vient de la fusée Soyouz, par exemple, mon frère m'a parlé de ces montres-là, ça existe. Et pour le passionné d'espace, le passionné de voiture, le passionné de la Mustang, cette montre-là va avoir un écho particulier. Effectivement, c'est quelque chose qui est permis en fait dans l'horlogerie, tellement on peut customiser une montre de manière différente. Et effectivement, sur le côté raisonnable de la montre, on perd très vite les notions du raisonnable quand on regarde un petit peu l'horlogerie et les montres, parce que très vite, j'en arrive à me dire, ah, 1500, en fait, celle-ci, ça va. Et 1500 € de montre, c'est très cher. Mais quand on compare, on devient fou un petit peu. Question en ligne. Question assez simple, mais qui apparaît au vu de différentes images que tu nous montres. Pourquoi est-ce qu'elles affichent assez souvent 10h10? Parce que avec les aiguilles à 10h10, quasiment tout le temps, on est capable de voir la marque qui est à 10h. Les aiguilles ne vont pas gêner pour voir le nom de la manufacture. Et pareil pour en bas, s'il y a une petite seconde, etc., on peut quand même voir clairement ce qui est affiché. Ok. Et autre question. Qu'est-ce que tu as au poignet aujourd'hui? Au poignet, j'ai une Nomos Club. Nomos, c'est une manufacture allemande qui a été créée en 95, je crois, qui fait de très très jolies montres, qui est quand même reconnue dans le milieu pour faire des prix abordables, je mets des guillemets. Du coup, ils ont un modèle d'entrée de gamme qui est autour des 1200, 1400 euros. Et après, ça monte très vite à 3000, 4000. Mais je peux vous la... Il n'y a pas de photo de la Nomos, mais je peux vous la montrer. Après, je pourrais vous aussi vous la passer si vous êtes en présence, en présentiel. C'est un modèle qui est à peu près équivalent à celui-là. C'est pas exactement celui-là, mais ça y ressemble beaucoup. Et j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle met vraiment en avant sur son site le savoir-faire. On peut voir sur YouTube, ils ont une série de vidéos qui montrent vraiment dans leurs ateliers comment ils font pour fabriquer la moindre petite partie de leur montre. Ils ont le langage de design, c'est le mouvement Bauhaus, qui est très simple, très épuré. Et vraiment, en termes de finition, ils sont très très bien pour leur prix. Ok, merci. Eh ben, on n'a pas d'autres questions, donc on peut l'applaudir à nouveau. Merci beaucoup. On va faire une petite pause.